Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'UDBN se renforce davantage. Le parti de Claudine Prudencio a reçu des déclarations d'adhésion de plusieurs groupes politiques. À suivre les images. Et puis plus de 242 000 candidats vont à l'assaut du certificat d'études primaires. Les épreuves seront officiellement lancées demain lundi 7 juin. Le ministre Salman Karimo en donne l'assurance. Vous l'entendrez. Et puis la sécurité sanitaire des aliments, l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Des actions sont menées pour mettre les populations à l'abri. La secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche nous édifiera. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice Talon l'a dit, l'environnement économique sera désormais plus attrayant à l'investissement privé. Que pensent les acteurs majeurs du secteur privé de cette dynamique? Quelles sont également leurs attentes pour ce second quinquennat? Au micro de Rachida Toubior-Mama, quelques personnalités clés de ce secteur vital pour le développement du Bénin. Apprécions les suit. On a un gros besoin de renforcement de compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons besoin également d'accès au marché. Mieux nous sommes structurés, mieux nous sommes organisés, avec toutes les attestations qu'on nous réclame à jour, eh bien, on doit pouvoir accéder au plus grand marché qui existe dans des pays sous-développés ou en voie de développement, c'est l'État. Et enfin, le nerf de la guerre, oui, la facilité avec laquelle les entreprises dans d'autres pays, sous d'autres cieux, obtiennent des crédits et des financements, est telle que nous, ici, nous en sommes jaloux. Et puis, cette caution que l'État peut nous apporter, qui a fait même l'objet d'une annonce au niveau du discours d'investiture du chef de l'État, je pense que ça, on est preneur et plus vite ils mettent ça en œuvre, mieux c'est pour nous. Comme l'a dit le chef de l'État, il faut désormais transformer l'essai. Transformer l'essai avec le secteur privé. Parce qu'il s'agit désormais de placer le secteur privé au cœur de la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Que nous n'ayons plus des entreprises qui se créent sur les papiers et qui n'arrivent pas à opérer. Que nous n'ayons pas seulement des entreprises qui créent pendant 1 ou 2 années, mais que nous ayons des entreprises qui créent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui emploient nos jeunes et qui participent à l'économie à travers donc, les impôts et les taxes. Il a bien abordé tous les aspects pour avoir un climat des affaires extrêmement favorable et attirant pour l'investisseur privé, qu'il soit national ou étranger. Sur l'énergie, les investisseurs, les industriels souhaiteraient qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la prochaine grille tarifaire au 1er janvier 2022, les industriels puissent bénéficier d'un coût de l'énergie pas trop élevé pour qu'on soit compétitif par rapport à la sous-région et au monde entier. Et cette partie du discours du président Patrice Talon qui a plu aux Béninois, elle fait allusion à un deuxième mandat hautement social. Ces mots du discours d'investiture de Patrice Talon n'ont échappé à aucun Béninois, mais que compte mettre le président dans ce volet social? Les acteurs sociaux expriment leurs attentes. Ils sont au micro de J.C. Nadimi et Yves Agodopressi. Notre autre devise, désormais, liberté, démocratie et bonne gouvernance. Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Et là, ici, j'ai vu un chef d'État et un homme d'État qui, semble-t-il, a pris à son compte l'écoute du peuple, parce qu'il a eu à faire des tournées sur le terrain, il a fait la campagne, et il a constaté de visu, en dehors de tout ce qu'on peut lui avoir dit, de visu, qu'on a serré les ceintures, c'est très dur. C'est très dur, c'est 5 ans, parce qu'il fallait changer un certain nombre de choses, et surtout, qu'en ce qui concerne ce qui nous était, les habitudes qu'on avait en termes de consommation, de circulation d'argent, tout ça, ça a disparu. On a tendance à croire tout de suite qu'il s'agit des travailleurs, de leurs revendications, d'une augmentation de salaire, alors que la posture du chef de l'État et de son gouvernement depuis 5 ans devrait nous avoir conduits à
relativiser un certain nombre de choses et à comprendre que quand il parle souvent du social, il ne regarde pas uniquement les travailleurs que nous sommes, les agents publics que nous sommes. On attend qu'il y ait du neuf, une certaine nouveauté, pour qu'on puisse dire, effectivement, quand il a dit un mandat hautement social, eh bien, il a pensé vraiment à aller de l'avant, à franchir un autre cap. Le chef de l'État annonce fièrement qu'il y a eu des résultats en 5 ans. Et donc ces résultats, logiquement, sont le fruit des efforts des uns et des autres, de sa réforme à lui, de sa rigueur à lui, qui a donné le top, mais en même temps, nous avons suivi à travers notre travail. Le SMIC qui est à 40 000 francs est complètement insuffisant pour vivre. Ça, il faut être objectif pour le reconnaître. Et si on le reconnaît, on devra faire un effort pour augmenter le SMIC. J'attends quand même aussi qu'on généralise l'Arche, le projet Arche. Parce que ce n'est pas que les travailleurs du public. Le dialogue social doit être permanent, anticipatif, mais concret, pour que les engagements pris par les différents acteurs, puisque c'est tripartite maintenant, il y a le patronat, pour que ces engagements-là soient respectés et faire en sorte que le gouvernement puisse planifier les réponses à la demande sociale, les réponses aux revendications avec les acteurs sociaux. Autre actualité ce soir, le président du parti, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a reçu les déclarations d'adhésion de plusieurs groupes politiques, notamment le bureau politique du parti pour la libération du peuple, PLP, anciens membres comme nouveaux de l'UDBN, entendent travailler pour des victoires futures. Maxi Agbla et Ernest Etego pour le point. Le bureau politique et les militants du PLP démissionnent et rejoignent l'UDBN. C'est la principale bannière de cette cérémonie officielle d'adhésion qui verra en tout 4 groupes politiques témoigner de leur volonté d'appartenir et de militer désormais pour le compte du parti UDBN. Une décision qui se justifie facilement pour chacun des groupes adhérents. La vision et les idéaux de l'UDBN que nous avons passé du temps à observer dans ces combats concordent bien avec nos valeurs et celles prônées par le chef de l'État. Nous nous retrouvons bien dans le combat pour la promotion des jeunes et surtout de la gente féminine. Je ne peux que vous féliciter. Je félicite le groupe de Chivozo, le groupe de M. Atineou, le groupe de Prudence et le groupe de Cécile Adjevi. Soyez les bienvenus dans votre maison. L'UDBN ne va jamais vous décevoir. Patrice Talon, il est notre leader. Vous êtes avec nous pour l'accompagner dans ce développement. Le Bénin n'est plus loin de ce qui se passe dans les pays développés. Et il va falloir qu'on reste avec lui pour développer davantage notre pays. C'est mon souhait pour la jeunesse. Avec ces nouvelles adhésions, la famille UDBN s'élargit, grandit et reste convaincue qu'avec le président Patrice Talon, le Bénin a véritablement amorcé son développement. Voyons à présent cette passation de charge. La préfecture de l'Ouémé a changé de main. Joachim Piti a cédé le fauteuil à Marie Apotrossou, engagée à poursuivre dans la même dynamique. Suivez quelques extraits des discours d'installation recueillis par Jérôme Mongbo et Patrick Pelenguet. Cette mission, en dépit de son poids et de sa complexité, m'est devenue exaltante et passionnante grâce au grand dévouement et engagement dont j'ai constamment bénéficié de votre part à tous, chers collaborateurs, proches ou extérieurs. Je voudrais vous exhorter à faire profiter le nouveau préfet du même appui, voire davantage. Je voudrais accompagner mon successeur de mes sincères et chaleureux vœux de plein succès dans les nouvelles charges qui viennent ainsi de lui échoir. Ce qui nous revient à présent peut être regroupé en 2 centres d'intérêt. 1. Assurer notre rôle de contrôle de la légalité des actes. 2.
fournit des assistances conseils aux collectivités territoriales pour leur bon fonctionnement et surtout la création des pépinières de projets et des hôtels d'entreprise au regard des dotations naturelles en facteurs de production et les avantages comparatifs de chaque commune en liaison avec les besoins du marché. C'est donc dans une approche participative que nous allons ensemble relever les défis qui nous attendent. Reconnaissance envers un grand homme, le président Patrice Guillaume Martinez Talon. Il a entamé ce qu'il a promis. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau est un parti qui regorge d'énormément de cadres. Il a commencé, je souhaiterais qu'il continue. Mon souhait est que le docteur Marie Apotrosou marque son passage ici. Et on parle maintenant de ce projet qui va agrandir l'univers médiatique du Bénin. La télévision Hémicycle, elle verra le jour d'ici fin 2021, un ambitieux projet dont la concrétisation tient à cœur au président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou. Pendant 3 jours, Adassa Zomé, députés et autres acteurs impliqués dans la concrétisation du projet se sont réunis autour d'un atelier d'imprégnation et d'appropriation. Firmin Bassaou. Création d'une télévision Hémicycle au Bénin, du rêve, le projet en passe d'être une réalité d'ici fin 2021. Une télévision qui se veut un nouvel outil de communication pour informer les mandants sur les actions quotidiennes du Parlement béninois. Vous avez cru avec moi qu'il était envisageable de prendre notre destin communicationnel en main, qu'il était envisageable de mettre en place notre propre chaîne de télévision, de la dimensionner selon nos moyens et nos besoins, et d'informer nos mandants sur l'accomplissement de la mission qu'ils nous ont confiée. L'atelier de Dassa rassemble des cadres à divers niveaux du Parlement béninois impliqués dans la réalisation de cette grande innovation du Parlement de la 8e législature. L'atelier bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son bras opérationnel, Programme d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion des élections PARC-POJ. Avec cette chaîne de télévision, l'Assemblée nationale du Bénin pourra assurer la retransmission en direct des débats ainsi que l'information d'un large public du travail effectué par les députés. C'est au vu de ces avantages potentiels que pourrait apporter ce canal de communication que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD a accepté sans hésitation de soutenir ce projet lorsque nous avons reçu la requête du président du Parlement béninois. Les enjeux liés à la création d'un tel outil de communication au profit du Parlement béninois et la présentation de la feuille de route de la mise en œuvre du projet sont, entre autres sujets, autour desquels les réflexions se sont focalisées à la satisfaction des participants. Satisfaction d'avoir vu chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, s'efforcer de participer au mieux de ses possibilités aux travaux qui se sont déroulés ici. Ces échanges témoignent aujourd'hui de ce que chacun ici admet la pertinence de la création de cette télévision que nous souhaitons de tous nos voeux et contribuer à son avènement et à sa pérennité. La télévision Hémicycle du Bénin, dont les premières images sont attendues d'ici la fin de l'année, est une chaîne de télévision de type numérique terrestre TNT. Elle vise à assurer la promotion de l'Assemblée nationale auprès du grand public et à mettre en lumière l'action parlementaire. On parle éducation à présent. Le 7 juin 2021 marque le démarrage du CEP sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à cet examen se préparent donc activement pour affronter les épreuves, bien évidemment avec le soutien de leurs parents. C'est le cas de Priscille,
Une candidate au CEP qui dit être prête et sûre de tirer son épingle du jeu grâce aux efforts fournis par ses instructeurs et ses parents. C'est un reportage de Marcia Agla et Ezekiel Rampé. Nous sommes ici à Alegleta, dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici Priscille, la candidate au CEP, et sa mère Irmine. Toutes deux vont m'inviter à découvrir leur demeure. À l'intérieur, Priscille ne perd pas le temps. Elle retourne tout de suite à ses cahiers puisqu'elle travaillait avant l'arrivée de notre équipe de reportage. Étant à la veille de son examen, elle fait les dernières révisions et maintient être prête pour affronter les épreuves. Oui, je suis prête, je suis sûre que je vais réussir. Et j'ai aussi appris mes leçons, réviser. Mes parents m'ont beaucoup aidé à me préparer à laisser entendre la future collégienne de 8 ans. Elle est une fille déjà intelligente et éveillée. Étant dans le corps aussi, je l'ai aussi pris un répétiteur. Donc elle a toujours la moyenne. Elle prodigue par ailleurs quelques conseils aux candidats ainsi qu'à leurs parents. D'éviter la peur et d'être à l'heure, surtout ça. Je vais leur dire de prier. Priscille dégage une assurance absolue. Son objectif est clair. Je veux faire le Prytanée militaire. Sans peur et plutôt confiante, Priscille appelle ses camarades candidats à éviter le stress durant les compositions et surtout à tout apprêter avant le jour J. Voilà, enfants et parents sont prêts pour l'examen. Et pour rappel, ils sont plus de 242 000 candidats à l'assaut de ce premier diplôme scolaire. Les épreuves seront lancées demain lundi. Le ministre Salman Karim en donne l'assurance. Il invite par ailleurs tous les acteurs à faire preuve de vigilance, non seulement dans les salles, mais aussi dans le respect des mesures de distanciation contre le Covid-19. Regardez. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. On parle éducation toujours avec cet atelier d'évaluation de la sélection et du classement des nouveaux bacheliers au titre de l'année 2020. Les recteurs d'universités, directeurs d'écoles supérieures et superviseurs d'instituteurs ainsi que cadres du ministère planchent sur la nouvelle plateforme mise en marche, le bilan de son fonctionnement et les faiblesses observées. Le point avec Patrick Josso et Michel Egwe. Après l'examen du baccalauréat, toutes les universités ouvrent leurs portes à l'accueil des nouveaux bacheliers. C'est exactement comme si nous attendons de recevoir nos hôtes dans nos différentes maisons. Éléonore, la démonstration faite par Éléonore Yaïla Decan devant les recteurs d'université et autres directeurs d'écoles supérieures. On est ici à l'Institut de sciences biomédicales appliquées, ISBA, où l'on débat du bilan fait
après quelques temps de mise en marche de la nouvelle plateforme qui a permis le classement des nouveaux bacheliers, lauréats du bac 2020. La sélection et le classement des nouveaux bacheliers a connu plusieurs innovations dans le but de faire de l'accès à l'enseignement supérieur un processus le plus juste et le plus équitable possible. 18 et 19 mai 2021, 2 jours d'ateliers d'évaluation des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des résultats du récent classement. On les oriente pour partager avec eux la culture de l'université. Parce qu'ils viennent des établissements scolaires et les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Nos enfants sont souvent habitués à un certain nombre de réalités pour faire face à leurs examens au niveau du secondaire. Mais quand ils viennent dans les universités, ce n'est plus les mêmes réalités. Il est important que les universités se préparent pour accueillir ces différents enfants, ces bacheliers. Au thème de cet atelier, les nouveaux bacheliers seront nettement mieux classés qu'un enfant placé dans une famille famélique d'accueil. Et la famille intellectuelle s'en porterait mieux, selon la ministre en charge de l'enseignement supérieur. Et ces apprenants du Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Akasato qui sont entrés en possession de leurs attestations de fin de formation. Durant 18 mois, ils ont été formés dans divers secteurs d'activité. Objectif, faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le film de ce dernier round du processus de formation avec Rachidatou Biomaman et Ernest Etegou. Ils sont au total 45 jeunes vivant avec un handicap, désormais détenteurs d'un diplôme ou attestation de fin de formation dans différents domaines d'activité. C'est la 15e promotion du genre à jouir de cette opportunité visant à faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous, récipiendaires, venons exprimer notre immense joie car nous venons de recevoir notre parchemin qui nous permettra de rentrer dans la vie active. Aussi, nous ont-ils donné le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre et de permettre à nous marginalisés de la société d'hier de retrouver le sourire et la confiance en soi aujourd'hui. Démarrée depuis le 17 octobre 2019, cette formation a duré 18 mois. Au bout de ce processus d'apprentissage en couture, coiffure, macramé, cordonnerie, tissage, maraîchage et élevage, des savoir-faire certains. Je vous encourage à persévérer, à recourir aux techniques de développement personnel aussi qui vous ont été enseignées et surtout à vous installer en regroupement, en association, en coopérative pour faire prospérer aisément votre entreprise. Je vous rassure de la disponibilité des structures de mon département ministériel et de l'ensemble des départements ministériels à vous accompagner dans vos projets professionnels. Plusieurs décennies déjà que le Centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato opère avec le soutien de l'État pour améliorer la condition d'existence de cette couche de la population. Avec cette énième formation, la bataille pour plus de justice et d'équité à leur égard est davantage renforcée. Et face à la précarité de l'emploi de nos jours, l'entrepreneuriat est une solution pour certains jeunes. Nous présentons aujourd'hui l'histoire de Landry Oswald Chopon, un jeune béninois qui a troqué sa casquette de gestionnaire de ressources humaines contre celle de meunier. Ariane da Silva l'a rencontré. Suivez. Un meunier pas comme les autres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Landry Oswald Chopon est un meunier diplômé. Il a une licence en management des ressources humaines, un statut qui ne l'empêche pas de vivre sa passion. C'est une opportunité dans laquelle je retrouve totalement ma passion, celle de servir les autres. J'ai été à l'école, je suis un diplômé et on dit souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. Ce que nous faisons, c'est un métier qui est méprisé, c'est un métier qui est dénigré, pourtant très important pour tout le monde. Le meunier, c'est un animateur de la vie sociale au complet. Sur la base de son expérience entrepreneuriale, Landry Oswald Chopon estime qu'il n'est pas nécessaire de se limiter à un emploi dans la fonction publique. Vous pouvez vous servir de ce que vous avez auprès de vous pour pouvoir
nourrir votre petite famille, vous trouver les plaisirs nécessaires et également aider d'autres personnes. Moi, je suis plus heureux aujourd'hui que quand je faisais mon activité d'assistant administratif chargé des ressources humaines. Pour être épanoui dans son activité, le jeune entrepreneur s'est fait des exigences. C'est le courage, la détermination, la vision, savoir là où on veut aller. Et même si vous fléchissez, il faut prendre les leçons de votre échec pour pouvoir évoluer. Landry Oswald Tchokpon rêve grand pour son activité et se donne au quotidien les moyens d'atteindre ses objectifs. 7 juin, date de célébration de la journée de la sécurité alimentaire sanitaire des aliments, une journée qui prend en compte le lourd fardeau des maladies d'origine alimentaire. À cet effet, le gouvernement rappelle l'importance de la sécurité alimentaire et des actions menées pour protéger les populations. Écoutons ici l'adresse lue par la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Des aliments sains pour un avenir sain ». À travers ce thème, il est important de comprendre que la consommation et la production d'aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, l'économie et la planète. On estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. Les aliments insalubres représentent un manque à gagner d'environ 110 milliards de dollars par an pour les pays à revenus faibles et intermédiaires du fait des pertes de productivité et des dépenses de santé qui en découlent. Notre pays ayant pris la mesure de la situation, a opéré des réformes afin d'amoindrir autant que possible les effets néfastes liés à la consommation d'aliments insalubres. Ainsi, la surveillance des contaminants dans les aliments au titre de l'année 2020 a permis d'obtenir des résultats non négligeables au nombre desquels on peut citer 4 989 analyses réalisées sur 2221 échantillons prélevés dans tous les départements du pays. 32 différents produits de grande consommation surveillés pour un taux de conformité de 78,85%. Malgré ces résultats encourageants, plusieurs défis liés au renforcement de notre système national de sécurité sanitaire des aliments restent à surmonter. Et puis en bref, le 7 juin, c'est aussi la date choisie chaque année pour célébrer la journée africaine des frontières. Cette journée permet de sensibiliser les peuples sur les enjeux tels que la politique, l'économie et la sécurité. À l'occasion donc de cette célébration, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a tenu un point de presse. Vous suivrez dans nos prochains journaux le point de presse du ministre de l'Intérieur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Merci à vous tous qui nous regardez depuis Aklampa, c'est dans le département des Collines. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.